Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Les vraies voix de l'été, ou comment rester connecté au monde réel tout en savourant l'esprit estival et olympien. Bonsoir à tous. Vous entrez dans les débats via le standard de Sud Radio, le 0826 300 300. Zach vous y attend. On est chez Zach quand on est au standard. Nous sommes là pour vous écouter. Vous échangerez avec nos vraies voix qui sont ce soir, justement. Allez, présentation. Nous commençons par un traditionnel, un habitué, Joseph Touvenel, directeur de la rédaction Capital Social. Dois-je rappeler, ancien syndicaliste, en pleine forme, hein ? En pleine forme, Frédéric. Un peu ému ce soir, parce que depuis que j'ai appris que j'avais à mes côtés la doublure de Céline Dion à la Tour Eiffel, c'est quand même un grand moment pour moi. C'est vrai que j'ai un petit peu chanté, bon, mais nous chanterons ensemble parce que vous savez, vous connaissez le principe de cette version estivale des vraies voix. Il y a aussi le petit quiz musical et bon, nous verrons les uns et les autres. Est-ce qu'il y aura Céline Dion ? On verra. Bon, en tout cas, autour de la table pour les vraies voix, nous avons Jeremy Stubbs, spécialiste du Royaume-Uni et directeur adjoint à la rédaction de Causeur. Hello, sir. Bonsoir, c'est bien d'être sur une radio bilingue. Oui, c'est bien de maîtriser toutes ces langues. Alors, bon, on a prévu un thème parce que c'est vrai que la Grande-Bretagne est au cœur de l'actualité. On a prévu d'y revenir et vous nous éclairerez, évidemment, cher Jérémy. Et puis, le retour, Jean-Luc Benamia. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas croisé, Jean-Luc. Je suis très heureux de vous avoir. C'est pas sur Sud Radio, moi je fais le matin, hein, généralement. Alors, évidemment, l'après-midi, oui, mais moi, j'y suis moi souvent. Mais moi, impossible d'y travailler si, de temps en temps, j'y vais le matin. Mais c'est vrai qu'il faut se réveiller tôt. Voilà, c'est ça. Donc tous les deux, personnellement, en direct, on se retrouve et ça me fait plaisir, membre de la Ligue des droits de l'homme et ex-député européen. Jean-Luc, vous avez vibré aussi pour les Jeux Olympiques, vous, non ? Oui, un petit peu. Sans surprise, avec la réussite qu'on a connue, mais j'étais pas surpris de la réussite. Seul un attentat terroriste pouvait faire exploser cette beauté que sont les Jeux Olympiques. Ça n'a pas eu lieu, tant mieux. Je crois que on peut tous se féliciter de la façon dont ça s'est passé, que ce soit d'ailleurs à Paris, à Marseille, Châteauroux, Lille, en Polynésie. Enfin, je vais pas tout citer tous les endroits où il y avait les Jeux Olympiques. Non, parce qu'il y en avait beaucoup. En dehors de Paris, voilà. Tout le monde a vu que... Alors, tout le monde n'aime pas le sport, je vais aller vite. Hein. Tout le monde n'aime pas le sport, mais ceux qui aiment le sport... On y reviendra, oui. Qui tout d'un coup s'y mettent, ça a marché, et il n'y a pas de surprise pour moi. Bon, et donc la France, 64 médailles, la Grande-Bretagne, 65, sauf qu'on a eu un petit peu plus de médailles d'or, Jérémy Stubbs. Profitez bien, oui. Tant que ça dure. Donc la France est 5e et la Grande-Bretagne 7e, du coup, c'est comme ça. Bon, allez, au programme des vraies voix de ce 13 août, vos deux grands débats, 17h30. Lucie Castet vous semble-t-elle légitime pour Matignon ? Elle est même parvenue à se frayer une place dans une actualité vampirisée par les Jeux Olympiques. Candidate désignée par le nouveau Front populaire pour le poste de première ministre, Lucie Castet fait campagne. Ce matin, elle a écrit un courrier aux parlementaires pour détailler sa feuille de route avec ses 5 priorités. Nous y revenons avec vous, les auditeurs de Sud Radio, et nos vraies voix. Et puis 18h40, nous partirons accompagnés de nos experts en Grande-Bretagne. L'été y est volcanique sous fond d'agressions, de réseaux sociaux et de crise migratoire. Nous vous posons la question, #émeute, comme le Royaume-Uni, la France risque-t-elle une crise sociale sur le thème de l'immigration ? Vous donnez dès maintenant votre avis sur la question sur le compte X de Sud Radio et vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer au débat. Vous nous appelez justement, extrait, message. Oui, bonjour. Moi, je me permettais là de réagir. Concernant ce que va faire Emmanuel Macron, je pense qu'il a un plan bien déterminé, qu'une fois de plus, il va prendre tout le monde de court. Voilà, il sait très bien ce qu'il fait, même si il est sur sa montagne, et c'est ça qui est assez déstabilisant, et avec les conséquences que ça a. Voilà. Eh bien, écoutez, à une prochaine fois sur votre antenne. Merci. C'était clair, des Yvelines. Il est sur sa montagne, là-haut, sur la montagne. Joseph Touvenel, il a tout en main. C'est vrai que depuis le début, c'est-à-dire avant les européennes, on a l'impression que le scénario qu'il nous propose, qui est dans un premier temps assez surprenant, finalement, semble assez cohérent. Enfin, ça dépend de l'idée qu'on a de la cohérence. Ça, évidemment. Ça, c'est beau, ça. C'est du Joseph Touvenel. Développez, Joseph. Moi, je veux bien quand on nous dit, mais écoutez,
on va dissoudre l'Assemblée nationale, j'en prends le risque parce que derrière, on va être une France plus rassemblée. À la sortie, on a un bloc et 2 agrégats, parce qu'il y a un bloc, c'est le RN, avec son allié soviétique, 2 agrégats, parce qu'à l'intérieur des 2 forces qui restent, les 2 grandes forces, sont pas vraiment d'accord sur tout. Si j'étais impoli, mais je le serais pas, je dirais que c'est un peu le bordel quand même. Oui, ça donc va, je suis pas sûr, c'est peut-être ce que souhaitait le président de la République, mais c'est pas ce qu'il nous avait dit. Ah, ça peut être une stratégie, le bordel, pour sortir plus fort, Jérémy Stubbs? D'habitude, le bordel ne crée que du bordel. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Je crois que quand on a l'extrême gauche idéologique aux portes de Matignon, c'est que ça va mal. Ça ne peut pas être l'intention à long terme de Monsieur Macron. Donc, je pense que, quoi qu'il arrive, il prétend en être responsable et que ça corresponde à son dessein secret, mais c'est plutôt le chaos. Jean-Luc Benamias, vous le connaissez, Emmanuel Macron. Je le connais mal, mais je le connais un peu, oui. Moi, je trouve qu'il ne maîtrise absolument plus rien. Que tout ça n'a absolument aucune raison d'être. La chance qu'on a eue, c'est donc de réussir, j'en ai parlé au départ, et je pense qu'on est tous d'accord, de réussir les Jeux Olympiques dans cette espèce de France désagrégée. Relativement désagrégée. En tout cas, politiquement désagrégée. Donc, heureusement, ça s'est bien passé. Mais là, le retour à la réalité est total. Il n'a strictement aucune maîtrise de ce qui peut se passer. On n'a jamais vu ça sous la Ve République. Absolument jamais vu ça. Il n'y a aucune majorité qui peut se dégager. La seule qui est légitime, on va y revenir, de mon point de vue, légitime dans le fait que c'est elle, la nouvelle majorité, le nouveau Front populaire, c'est eux qui ont le plus de députés. Donc c'est eux qui sont les plus légitimes. Pour autant, est-ce que c'est stable? Tout le monde voit bien que ce sera pas stable. Mais il n'y a aucune stabilité possible. Il n'y a pas d'alternative. Voilà ce qu'a réussi Emmanuel Macron. Et dire, comme l'a dit cette auditrice, que c'est un joli coup, moi je pense que c'est très risqué. Bon, alors... débat en cours et on n'a pas fini, je pense, parce que là on est parti pour 3 semaines au mois d'août, hein, on les appelle les vraies voix de l'été. Je pense qu'on va pas du tout être façon estivale et on va y revenir plus d'une fois. Merci en tout cas Claire des Yvelines qui a laissé son message au 0826 300 300. Vous faites comme Claire, vous laissez des messages et puis vous pouvez aussi appeler dès maintenant pour donner votre point de vue. Nous avons en tout cas chaque jour un auditeur fil rouge. Nous partons dans le Lot-et-Garonne. C'est Paul. Bonsoir Paul. Bonsoir Frédéric, bonsoir Vague, bonsoir aux 3 invités, bonsoir aux auditeurs. Bonsoir. Alors, dans le Lot-et-Garonne, quelle ville? J'aime bien quand on dit la ville. Moi, Razimet. Bon. Razimet. Ouais, bon, voilà. Alors, Lot-et-Garonne, ça veut dire des problèmes en ce moment de chaleur, de sécheresse, et vous vouliez commencer par un coup de gueule pour les agriculteurs. Allez-y, Paul. Oui, mais moi je vais rebondir un petit peu suite à la crise agricole qu'il y a eu, qui a toujours pas été résolue parce qu'on n'est toujours pas écouté. Alors là maintenant c'est un peu la débandade parce qu'il n'y a pas de gouvernement. Donc moi je me pose une question, est-ce que par manque de blé, les agriculteurs français vont-ils se retrouver sur paille? Ouais. On a une récolte de blé et d'orge historiquement basse, des prix qu'on aurait pu espérer en hausse mais qui sont très bas parce que c'est maintenu bas par les volumes ukrainiens et russes. C'est quand même un paradoxe, c'est ces 2 pays qui sont en guerre qui produisent le plus. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. On a tous nos intrants qui montent. On a les carburants, le matériel, la main-d'œuvre. On a ces écologistes, enfin, moi je les appelle pas ça des écologistes, ces escrolos. Alors monsieur Benamias, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais vous savez que dans son passé politique, Jean-Luc, c'est excessivement centré, si je pourrais m'expliquer. Non, c'est pas le problème, la question n'est pas là, mais je laisse monsieur parler. Allez-y Paul. Mais je suis toujours écologiste et encore plus radicalement écologiste que je ne l'étais quand j'étais au départ. Ouais, mais voilà. Les vrais écologistes aujourd'hui, ce sont les agriculteurs parce que c'est nous qu'on vit avec la nature, c'est nous qu'on la défend, c'est nous qu'on la travaille. Oui, bien sûr, oui, vous vivez dans votre canapé. C'est pas un problème. Aujourd'hui, la crise agricole va reprendre de plus belle. J'ai bien peur qu'en septembre, ce soit très chaud, parce qu'on n'a aucune réponse. Aujourd'hui, on veut de la lisibilité, on veut de la vision à long terme, et personne n'est capable de nous en donner. Ce qui fait que nous, on nous change les normes tous les 2 jours. Il faut investir sans cesse pour produire toujours moins. Donc, à un moment donné, je pense que ça va être
une explosion dans les campagnes. Quoi. Ouais, c'est vrai. Ça va être, et donc vous nous confirmez, Paul, que avec l'état actuel des choses, c'est-à-dire à la fois la conjoncture internationale économique et les conséquences de la météo, forcément c'est la galère. Et c'était important de donner ce petit coup de gueule. Bon, Jean-Luc Benamias, il y a eu cette passe d'armes là. Il y a toujours l'histoire de décalage agriculteurs écolos. Je pense qu'il y a des écolos agriculteurs et des agriculteurs écolos. Il y a simplement certains écolos qui sont politiquement très loin des préoccupations. Voilà, c'est ça. Mais la notion d'écolo, elle est vaste. Vous confirmez, Jean-Luc ? Je le confirme que les vases, et je confirme que le travail fait notamment au Parlement européen, toutes sensibilités confondues par rapport à la politique agricole commune, qui n'est pas rien, même si elle n'est pas assez mise en place en France, même si on peut encore l'améliorer, tout ça se passe par des compromis au niveau européen, qui sont des compromis qui permettent à l'agriculture de survivre. Alors, évidemment, je comprends que pour un certain nombre d'agriculteurs français, et ça s'est vu dans la dernière période, qui n'est pas réglé, comme l'a dit notre ami agriculteur, rien n'est réglé. Mais c'est cette politique française qui est difficile par rapport à tout cela. Il faut continuer à appliquer et peut-être améliorer le système pour que les paysans, ce qu'on appelle les petits ou les moyens paysans, arrivent à subvenir à leurs besoins. Car la politique agricole commune, malheureusement, si elle aide les agriculteurs, elle aide surtout les gros agriculteurs. Bon, c'est vrai. Alors, nous y reviendrons. Et encore une fois, mais c'est pas une formule, ce que je suis en train de vous dire. Oui, Joseph, rapidement. Agriculteur, c'est que la production de blé, c'est moins 40% cette année, avec une qualité moindre. Moins 40%, c'est vraiment un problème grave, très grave. Ça fait mal. Et c'était très important, Paul, de mettre le doigt dessus. Paul est notre auditeur fil rouge, donc nous allons le retrouver tout au long de l'émission. Il participera aussi au débat. Vous n'hésitez pas, vous les auditeurs de Sud Radio, 0826 300 300. Vous avez entendu là nos trois vraies voix, ça y va. Joseph Touvenel, Jérémy Stubbs et Jean-Luc Benamias, ils sont là prêts à dégainer. Nous revenons dans un instant avec les trois mots de l'actualité du jour. Il se prépare, Antoine Mazère. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Frédéric Brindel. Un mardi 13 août savoureux avec Joseph Touvenel, Jérémy Stubbs et Jean-Luc Benamias, prêts à dégainer tous les trois vraies voix de ce soir. Le rendez-vous incontournable à 17h18, c'est Antoine Mazère. Les trois mots de l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Antoine. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Bon, les trois mots de l'actualité ce soir, Grèce, Pani et rugby. Mais avant, on appelle ça dans le jargon breaking news, une info de dernière minute sur laquelle vous revenez. Oui, une roquette de Gaza s'écrase près de Tel Aviv. Le Hamas revendique ce tir. C'est une roquette qui s'est écrasée au large de Tel Aviv aujourd'hui, selon l'armée israélienne. Un tir mené depuis la bande de Gaza est revendiqué par la branche armée du Hamas palestinien. Un journaliste de l'AFP confirme sur place avoir entendu cette explosion. Pour rappel, les derniers tirs de roquettes du mouvement islamiste sur Tel Aviv remontent à plus de 2 mois. Ces tirs interviennent alors qu'Israël annonçait envoyer jeudi dernier des négociateurs reprendre les discussions pour une trêve à Gaza. Bon, ça fait froid dans le dos, plus que jamais tendu, Jérémy Stubbs, dans la région. Oui, bien sûr, et c'est quelque chose qui ne va pas changer très vite. Mais comment dirais-je, le problème que nous avons là avec l'Iran. L'Iran a besoin d'une image forte. Parce que c'est un pays qui cherche à prendre, comme on dit en français, le leadership. De montrer les muscles. Voilà. Donc, tout ce qui peut donner cette impression, surtout d'abord à ceux dans la région que l'Iran veut impressionner, c'est un bienfait. Est-ce que pour autant ce pays va jusqu'à la guerre en tant que tel? Peu probable, puisqu'il y a déjà eu une guerre dans les années 80 avec l'Irak, une guerre qui a saigné à blanc les deux pays. Donc là, non, mais la tension, ça va continuer. Bon, allez, les trois mots de l'actu. Grèce, c'est parti, Antoine Mazère. Les bâtiments brûlés, voitures incendiées, habitants en détresse. La Grèce fait face à de violents incendies depuis plusieurs jours. Le feu avance et se trouve désormais aux portes d'Athènes. Malgré le déploiement de plusieurs centaines de pompiers, plus de 8500 hectares de brûlés par les flammes et des milliers de Grecs contraints de fuir leur habitation. Écoutez ce témoignage de l'AFP d'une habitante sur place. Aujourd'hui, depuis 4 heures du matin,
Nous recevons constamment des messages du 112 qui nous demandent d'évacuer la zone et nous sommes terrifiés. Hier matin, nous pensions que le feu serait de l'autre côté. Mais soudain, dans l'après-midi, il est arrivé, devant nos maisons. Une première victime des incendies dévastateurs en Grèce a été retrouvée dans un magasin calciné ce matin. Jean-Luc Benamias, la Grèce, c'est vraiment aujourd'hui le pays symbole du réchauffement climatique en Europe ? Je crois qu'on peut élargir à la France et au sud de la France, notamment. Je crois qu'on peut élargir à l'Espagne, au Portugal, à l'Italie. Enfin, on pourrait citer un certain nombre de pays qui sont en grave danger par rapport à tout ce qui est réchauffement climatique et par rapport aux incendies. J'ai lu ce matin, je pense comme d'autres, que notre flotte de Canadair n'était pas en état totalement d'être en action immédiate. Ces Canadair sont des avions extrêmement dangereux, avec des pilotes extrêmement capables d'une capacité énorme, mais qui sont dans des avions qui ont près de 40 ans d'âge. Je pense qu'il est temps, à ce niveau-là, de mettre les moyens nécessaires, notamment par rapport aux pompiers et par rapport aux pilotes de Canadair, d'avoir des équipements utiles. J'ai appris, alors c'est une bonne chose, que malgré tout ça, ou avec tout ça, on était en capacité encore d'envoyer une équipe de plus d'une centaine de pompiers pour aider nos amis grecs. Bon, c'est très bien qu'il y ait cette coopération, mais sérieusement, des feux, d'ailleurs on a déjà connu ça de manière bien pire, notamment les Grecs l'an dernier. Nous, on a connu ça il y a 2 ans, pas l'an dernier, mais il y a 2 ans, c'était dans le sud de la France, et pas uniquement dans le sud, vous vous rappelez aussi dans le sud-ouest, les dégâts considérables. Oui. Exactement. De tout ce qui était la région de Bordeaux et le bord de mer de Bordeaux, notamment la dune du Pilat, autour de la dune du Pilat. Voilà, je pense que on devrait, facile à dire, il faut trouver les moyens, mais considérablement augmenter les moyens de prévention et surtout de diversification de ce qui est planté dans différentes forêts. Ouais. Allez, deuxième mot de l'actu, Antoine Mazer. Le deuxième mot, c'était Pagny, Florent Pagny, qui donne donc de ses nouvelles, mais le chanteur met en garde contre les escrocs sur Internet. Oui, après un an d'absence sur les réseaux sociaux, le chanteur Florent Pagny s'est exprimé hier sur son compte Instagram dans une vidéo où il rassure sur son état de santé. Pour l'instant, c'est bon, mes cheveux ont repoussé, mon ventre aussi, signe de bonne santé, a détaillé le chanteur. Mais la star de 62 ans a ensuite montré une vidéo qui lui a été envoyée sur les réseaux sociaux de ce qu'on appelle un deepfake. On le voit parlant face caméra en train d'expliquer à une internaute qu'elle peut lui faire confiance, sauf que cette vidéo est totalement fausse et a été réalisée avec de l'intelligence artificielle. Écoutez. Bonjour Catherine, j'espère que tu vas bien. Je fais cette petite vidéo pour t'informer que c'est bel et bien à moi que tu parles avec ces pirates qui se font passer pour moi. J'imagine qu'ils continuent à te soutirer de l'argent. Cela me brise le cœur de voir que tu es aveuglé par ces menteurs et je fais cette vidéo pour te rassurer sur mon identité ainsi que ta fille Aurélie. C'est ma voix, c'est moi qui parle, mais j'ai jamais filmé ça. Ouais, Florent Pagny ajoute, vous avez vu, ils se traitent eux-mêmes de pirates, ce sont des ordures. Alors ça se passe beaucoup sur Facebook parce que sur Facebook, il y a des profils et donc ils vont chercher leurs victimes. C'est par ce biais-là qu'ils arrivent chez des gens peut-être un peu plus naïfs et un peu plus faibles qui ne maîtrisent pas tout à fait cette manière de communiquer, a observé Florent Pagny. Bon, ça fait froid dans le dos, même si on entend une mauvaise liaison, donc ça, bon, c'est un élément. Joseph Touvenel, c'est terrible, hein, cette histoire. Nous sommes dans l'ère de la grande manipulation. Ouais. Puisque normalement, il y a ce qu'on peut nous raconter, mais on ne l'a pas vécu, on nous le raconte. Mais ce que nous voyons, le principe, c'est ce que l'on voit, c'est la réalité. Je le vois, donc ça existe. Et avec l'intelligence artificielle, on voit comment on peut manipuler des gens, mais on peut manipuler des personnes, comme là, les tromper, les escroquer, mais on peut manipuler des masses. Comment ça se passe aujourd'hui dans les dictatures ? Vous imaginez que l'Iran, vous imaginez que la Chine n'utilise pas l'intelligence artificielle pour contrôler le pays, pour raconter des horreurs sur les opposants, pour magnifier ceux qui veulent magnifier. C'est quelque chose de très très inquiétant. Cette société de haute technologie devient une société de haute inhumanité. Ouais, et la maîtrise de la langue sera cruciale d'ailleurs, hein, dans l'utilisation, puisqu'on voit bien sur des mauvaises liaisons, des mauvaises écritures, etc., on peut arriver à être encore hyper vigilant. Allez, dernier mot avec vous pour ce rendez-vous de l'actu, Antoine Mazer. C'est rugby avec les rugbymen, Oscar Gégou et
Hugo Oradou qui ont été libérés par la justice argentine. Oui, hier soir, on apprenait que justement ces rugbyman Oscar Gego et Hugo Oradou ont été libérés par la justice argentine à la suite de leur mise en examen pour viol avec violence en réunion lors de la tournée du 15 de France en Argentine. Mais ils doivent également rester dans le pays. Il n'existe pas à ce jour d'éléments de conviction suffisants pour autoriser une demande de placement en détention provisoire des accusés. La première caractéristique qui devrait avoir un témoignage solide n'est pas présente en l'espèce, a estimé Orietta Daniela Schaller, qui est la procureure en chef dans un entretien accordé à l'équipe. Elle note des contradictions internes de la plaignante. L'un des avocats des joueurs, Maître Antoine V, était l'invité de Sud Radio ce matin et a salué le comportement des rugbyman devant la justice. Un des actes d'enquête qui n'a pas été réalisé et qu'on attend, pas vraiment nous, mais qui devrait être naturel pour la plaignante, c'est de se livrer aux expertises psychologiques et psychiatriques. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que les joueurs ont, dès le début, dès la première minute, ils ont remis leurs 2 téléphones portables, ils se sont livrés à toutes les expertises possibles et imaginables, ils ont été entendus plusieurs heures sur les faits, avec plus d'une centaine de questions auxquelles ils ont évidemment répondu de manière très précise. Maintenant, il y a une forme de blocage ou de ralentissement qui est dû à une stratégie de défense adverse qui est objectivement pas favorable pour le cours de la justice, quel que soit le regard qu'on peut porter sur ces faits. Maître Romano, l'avocate de la jeune femme, avait précisé que le rapport médico-légal constate des marques sur le dos, des morsures, des égratignures, des coups sur les seins, les jambes et les côtes. Et le père de la victime présumée, avocat lui depuis 40 ans, témoignait son inquiétude quant à l'issue de la procédure il y a quelques jours sur la chaîne nationale argentine C5N. Bon, et évidemment, en pareil cas, la justice s'occupant de l'affaire, il est toujours très délicat d'y apporter un commentaire. Laissons faire la justice. Juste un commentaire quand même. Ah bah allons-y. Alors on a tous été sidérés en apprenant cela. Oui. Moi qui suis le monde sportif et notamment le monde du rugby et pas que le rugby à 7, même s'il nous a donné beaucoup de joie, on était quand même sidérés des éléments qui étaient annoncés au départ. Juste savoir que à chaque fois dans ces cas-là, c'est même pas une question de présomption d'innocence, c'est une question de pas débattre à fond dans tous les sens sans qu'on ait à peu près connaissance, je dis bien à peu près connaissance des éléments. Voilà, c'est exactement ça. Ouais. Et on s'aperçoit là que on sait plus très bien. En tous les cas, c'est peut-être grave, mais on n'en est plus certain. Voilà, c'est bien parce que en fait j'ai dit pas de commentaires, mais vous m'avez en fait apporté l'explication du pourquoi pas de commentaires, Jean-Luc. Ah, donc c'est parfait. Bon, dans un instant, vous intervenez sur Sud Radio puisque votre grand débat arrive. Nous posons la question #Première ministre. Lucie Castet vous semble-t-elle légitime pour Matignon? La gauche reprend depuis hier son bras de fer avec le président de la République pour qu'il nomme à Matignon Lucie Castet, la candidate du nouveau Front Populaire. Appelez-nous, dites-nous ce que vous en pensez au 0826 300 300 pour participer au débat et puis vous donnez votre avis sur le compte X de Sud Radio. Nous aurons un expert pour arriver en soutien de nos 3 vraies voix. Arnaud Benedetti, le politologue, sera avec nous. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Frédéric Brindel. C'est un vrai plaisir d'être avec vous, que vous travailliez ou pas d'ailleurs. Hein. Nous sommes le 13 août, c'est kiff-kiff, il y a les juilletistes, les haussiens, puis il y a tous les autres. Joseph Touvenel, directeur de la rédaction Capital Social, ancien syndicaliste, est avec nous en vraie voix ce soir, tout comme Jérémy Stubbs, spécialiste du Royaume-Uni, et directeur adjoint à la rédaction de Causeur, et Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme et ex-député européen. Vous avez dit grand débat, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le nouveau Front Populaire, arrivé en tête des législatives avec 193 députés, certifie qu'Emmanuel Macron doit désigner un nouveau Premier ministre issu de ses rangs. La candidate désignée s'appelle Lucie Castet. Elle s'est adressée hier dans un courrier aux députés et sénateurs, je cite, des groupes républicains, pas à tout le monde, pour leur présenter ses 5 grandes priorités si elle devenait Première ministre. Un courrier co-signé par les 7 chefs des groupes
groupe parlementaire de gauche. Alors, pour vous, la trêve olympique terminée, est-ce que la nomination de Lucie Castex vous semble cohérente après le passage aux urnes le 7 juillet dernier? Nous vous posons la question avec déjà une première réponse sur le compte X de Sud Radio. Lucie Castex vous semble-t-elle légitime pour Matignon? Vous dites non à 86%. Pour en parler, Arnaud Benedetti, politologue, grand spécialiste, est avec nous. Bonsoir Arnaud. Arnaud Benedetti, est-ce que vous nous entendez? Alors, petite déconnexion, mais nous allons le retrouver dans un instant. Nos vraies voix sont avec nous. Nous allons commencer par Joseph Touvenel. À cette question un peu brute de pomme, mais c'est le principe de l'émission. Joseph, il y a une double question, c'est-à-dire vous semble-t-elle légitime d'un point de vue des urnes et d'un point de vue peut-être du profil? Je ne parle pas de compétences, évidemment. D'abord, la première légitimité, ça vient de la Constitution. Donc celui qui est légitime, c'est le président de la République pour nommer un ou une première ministre. Donc c'est son choix. Ensuite, on se focalise sur une personne. C'est bien, moi je préférerais voir des programmes, des ambitions. Alors, elle a livré ces 5 points. Elle a livré 5 points, qui sont très intéressants, ces 5 points. Mais tout le monde peut, je crois que tous les partis peuvent aligner ces 5 points. Le retour du pouvoir d'achat. Ah bon, oui, d'accord, très bien. moi, je suis d'accord. Ça fait un peu le retour du soleil, quoi. C'est ça. Ouais. Une fiscalité juste. Je ne sais pas qui propose une fiscalité injuste. Et si je reprends tous les points comme ça, par rapport à la notion de répartition des richesses, peut-être. Mais elle fait, oui, d'accord. Mais j'aime bien précisément savoir de quoi il s'agit. Alors, au départ, j'ai cru comprendre à 20h02 après les élections que c'était le programme, tout le programme, rien que le programme, c'est Jean-Luc Mélenchon qui nous l'a dit. Aujourd'hui, visiblement, c'est plus la même chose. Ce qui veut dire que quand on nous dit que c'est le parti arrivé en tête, le nouveau Front Populaire, c'est pas aussi simple que ça, puisqu'en interne, ils sont pas d'accord. Quant à la personnalité de cette dame, que j'ai découvert sans doute comme vous tous récemment. Ouais, donc en 2020, elle intègre le cabinet d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris en tant que conseillère économique. Bon, elle a un parcours plutôt de gauche. Un parcours de gauche. Elle a fait les bonnes écoles de nos bons pères quand même. Ensuite, elle a fait les lycées d'élite. Donc, c'est un parcours de gauche de cette bourgeoisie de gauche bien nantie. Et c'est ça qui me gêne, c'est pas qu'elle soit issue d'une bourgeoisie de gauche, machin, etc. Moi, je suis aussi issu de la bourgeoisie. C'est ni bien ni mal. Ce qui me gêne, c'est qu'elle n'a aucune expérience de la vraie vie. Elle a tout fait dans la haute administration et la vie de tous les jours, la vie courante. Et je crains que les personnes qui sont formatées comme celle-là ont généralement une forme d'intelligence développée, une capacité de travail et sont déconnectées de la vie des Français. Manque un petit peu d'empathie, c'est ce que vous dites. Alors, je vais vous prendre qu'un exemple. Attendez, Joseph, parce que on va accueillir Arnaud Benedetti, parce que Arnaud Benedetti donc est notre invité. Il y a eu un problème de connexion, ça y est, il est là, je le vois. Arnaud, bonsoir, bienvenue. Bon, vous nous avez écouté malgré le petit problème de connexion. Vous avez pu comprendre que les 3 vraies voix étaient remontées comme jamais. Jean-Luc Benamias, Joseph Touvenel et Jérémy Stubbs. Juste un mot, parce que vous êtes l'expert, vous connaissez très particulièrement les rouages de la politique. Sur le parcours de Lucie Castex, elle a quel profil politique? Comment vous pouvez le définir, vous, Arnaud Benedetti? Elle a un profil de technocrate de gauche, clairement. Je crois que c'est comme ça qu'on peut la caractériser. Mais si vous voulez, il y a un double problème avec cette revendication du nouveau Front Populaire à exercer le pouvoir après les élections du 7 juillet. Il y en a un triple d'ailleurs. Le premier problème d'abord, c'est qu'ils n'ont pas de majorité parlementaire. Donc déjà, il va falloir qu'ils nous expliquent comment, avec moins de 200 députés, ils parviennent à pouvoir disposer d'un gouvernement qui puisse gouverner dans la stabilité et la pérennité. Il y a là un problème structurel déjà. Deuxièmement, ils ne sont pas majoritaires dans le pays. Les Français n'ont pas voté majoritairement à gauche lors des dernières élections législatives. Le comble serait finalement que le résultat des élections qui finalement fait pencher plutôt le pays à droite débouche sur un gouvernement de gauche. Ensuite, si vous voulez, en effet, je rejoins ce que disait Joseph Touvenel, c'est le seul, je suis désolé, que j'ai entendu, c'est que on voit bien que le nouveau Front Populaire a eu d'énormes difficultés à se mettre d'accord sur un nom pour finalement
prétendre à gouverner. Il y a eu déjà des tas de débats durant les élections législatives, souvenons-nous, notamment autour du nom de Jean-Luc Mélenchon, mais pas seulement. Il y a eu des débats post-élection. Et il eût été quand même plus simple si le nouveau Front populaire, lorsqu'il a constitué son cartel électoral, se mette d'emblée d'accord sur un nom qui serait celui qui mène ce nouveau Front populaire aux élections. Ce qui n'a pas été fait et ce qui a été reconnu d'ailleurs par les intéressés comme une erreur. Mais juste, je rebondis, je reviens vous voir évidemment, Arnaud Benedetti, mais quand vous dites pas de majorité, évidemment ça n'a échappé à personne, de majorité absolue. En revanche, il y a toujours quelque part une majorité relative. Est-ce que Jean-Luc Benamias, il y a une possibilité aujourd'hui concrètement pour avancer d'agiter cette ficelle? On est quand même sur un courant politique qui a eu la majorité relative. Ben c'est les seuls qui ont une majorité relative. Le problème, et je l'ai dit sur cette antenne depuis maintenant près de 6 mois, si ce n'est plus, c'est qu'on allait sortir de ces législatives, celle-là était imprévue, mais il n'y a plus de majorité dans ce pays depuis très longtemps. C'était déjà le cas avant, la dissolution. Il n'y avait pas de majorité, il y avait des majorités relatives. Il y a encore moins de majorités relatives aujourd'hui qu'avant la dissolution. Alors moi, je veux bien qu'on dise que le nouveau Front populaire et cette première ministre putative serait minoritaire, mais est-ce que vous connaissez un des courants politiques qui serait majoritaire à l'Assemblée nationale? Je n'en connais pas un seul. Oui. Il n'existe pas de majorité alternative. C'est un peu la question de qui est le moins pire, c'est un peu ça. Dans ce cadre-là, que on essaye, avec ceux qui ont la majorité relative, avec cette première ministre qui a été, c'est pas si long que ça d'avoir nommé quelqu'un en quelques jours, vu les divisions qu'on connaissait, et dans le nouveau Front populaire, et dans l'ensemble de la classe politique française. Mais s'il y avait d'autres majorités, ça se saurait. Quand le débat, notamment sur monsieur Xavier Bertrand, ça devrait nous faire éclater de rire. 37 députés, monsieur Xavier Bertrand, et il aurait une majorité possible. Oui, qui est pressenti comme Premier ministre, au même titre que Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre de François Hollande. Je vais vous revenir de manière très lointaine en 81. Est-ce qu'on savait qu'il serait Premier ministre? Quand Pierre Mauroy a été nommé Premier ministre, on ne savait pas. Alors là, c'était plus simple. Il y avait une majorité non pas relative et une majorité totale. Oui, c'était la Donc là, gauche nous sommes dans une situation où on va devoir tester, je dis bien tester, dans les mois qui viennent, des majorités relatives, sans doute successives. Des majorités qui ne seront toujours que relatives. Alors, Jean-Luc Benamias, donc je fais des allers-retours. Dans un instant, Jérémy Stopp va nous donner son avis, mais sur ce que dit Jean-Luc Benamias, Arnaud Benedetti, vu que de toute façon, il n'y aura pas de majorité, on passe à une autre notion qui est la coalition, et on repose la question de cette émission. Est-ce que, quelque part, Lucie Castet est susceptible d'aller chercher quelque chose qui ressemblerait à une coalition? Mais non, mais ça me semble totalement impossible. D'ailleurs, on parle de majorité relative. Pour moi, c'est une notion qui est très abusive en ce qui concerne le nouveau Front populaire. D'abord, on a vu les difficultés qui étaient celles de... Non, mais on a vu les difficultés qui étaient celles d'un gouvernement avec une majorité relative ces 2 dernières années, puisque, je rappelle, il y avait une majorité relative autour de Madame Borne et de Monsieur Attal lors de la précédente législature. Et ça n'a pas été quand même quelque chose de très simple. Alors, imaginons aujourd'hui ce que vous appelez une majorité relative à moins de 200 députés. Vous savez, c'est une question d'arithmétique, de physique des forces parlementaires. À moins de 200 députés, ce gouvernement s'exposera, mais tous les jours, à une motion de censure. D'ailleurs, les principaux responsables politiques des autres groupes politiques ont dit clairement qu'ils censuraient ce gouvernement quoi qu'il arrive. Donc, si vous voulez, la difficulté, le chemin pour gouverner pour le nouveau Front populaire est quasiment impossible. Et là où je ne suis pas d'accord avec Jean-Luc Benamias, c'est que quand il fait la comparaison avec 81, c'est pas la bonne comparaison. 81, c'était une élection. Oui, parce que déjà, nous avions une bipolarité de la vie politique. Là, c'est plus complexe. La bonne comparaison qu'il faut faire, c'est 1997.
1997, nous avons exactement le même cas de figure. Un président de la République, pour des raisons de convenance politique, décide de dissoudre. Il dissout, mais vous avez une gauche qui est unie, qui s'appelle la gauche plurielle, qui part au combat en désignant tout de suite celui qui, s'il l'emporte, sera leur Premier ministre, c'est Lionel Jospin. Je suis désolé, actuellement, ce que nous propose le nouveau Front populaire, c'est quelqu'un que l'on ne connaît pas, qui n'a pas une expérience politique et qui n'est pas élu et qui n'a même pas mené la campagne et le combat des législatives. Donc, si vous voulez, déjà, là, il y a une difficulté majeure. Ensuite, la question des coalitions, elle ne se pose pas avec le nouveau Front populaire. S'il y a coalition possible, elle se pose, qu'on le veuille ou non, avec ce que l'on appelle le bloc central. La capacité du bloc central à éventuellement réussir à soit casser le nouveau Front populaire en faisant venir à lui, ce qui me semble totalement impossible à l'heure où l'on parle, le Parti socialiste ou une partie de la gauche, ce qui me semble difficile parce que les députés qui ont été élus considèrent qu'ils n'ont pas eu mandat pour s'allier avec le bloc central, les députés de gauche, soit en faisant une alliance avec une partie de la droite. Et une alliance avec une partie de la droite, là où je suis d'accord là avec Jean-Luc Benamia, c'est que ce n'est pas suffisant arithmétiquement. C'est un peu plus que le nouveau Front populaire, mais c'est encore largement insuffisant. Et donc on est obligé de se retourner en direction du centre, effectivement. Alors là, on se tourne en direction du standard 0826 300 300 avec notre auditeur fil rouge, Paul. Paul, pour vous, ça serait... Alors, je ne vais pas vous poser la question de la légitimité pour Lucie Castet, mais est-ce que c'est un choix qui vous semble cohérent ou logique, Paul? Pas du tout, pas du tout. Et moi, je vais vous dire franchement, aujourd'hui, les Français, ils en ont ras-le-bol de ces énarques, de ces hauts fonctionnaires qui ratent tout ce qu'ils font depuis des années. C'est une catastrophe. C'est des gens qui font... ils sont incapables d'appliquer les lois et les normes qu'ils imposent aux entreprises. Nous, on a des normes comptables dans une exploitation agricole. Si on est en déficit, il faut qu'on cautionne avec nos biens personnels. Si on n'y arrive pas, on se met en faillite. Là, aujourd'hui, on a des gens, ils gaspillent de l'argent par milliards. Ils sont incapables de gérer la France et ils veulent tous faire mieux les uns que les autres. En fait, ils font moins bien tous les uns que les autres. Quand on prend la classe politique aujourd'hui, je suis désolé, c'est la médiocratie. On a des gens, je sais même pas ce qu'ils foutent là. Ils seraient dans des entreprises, ils seraient virés. Le maire, qui est le ministre de l'économie, il fait des dettes dans tous les coins et il donne des leçons tous les jours. Madame Castet, c'est la même veine. Moi, tous ces gens-là, je n'en peux plus. Je pense que nous sommes beaucoup. On n'en peut plus. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle un cri du cœur. Jérémy Stubbs, au-delà de cela, effectivement, parce que c'est vrai que concrètement sur des problèmes, on va dire, de terrain, il y a besoin d'avoir un peu de vécu. Est-ce que cette personne, Lucie Castet, qui a été choisie par la gauche, peut amener quelque chose qui ressemblerait à un pays qui soit un peu gouverné? Pas du tout. En elle, je découvre cet être étrange, cette espèce rare, l'énarque d'extrême gauche. Alors son programme... Elle n'est pas trop d'extrême gauche, elle est quand même un peu gauche. Elle est d'extrême gauche et je ne reculerai pas sur ce point, mon cher Frédéric, parce que... prouvez-le, dites-le. Eh bien, on a son programme qui est dans sa fameuse interview dans Paris Match. Et son programme, c'est impôt visant des personnes qui en ont marre d'en payer, emprunt, de sommes que le pays ne pourrait jamais rembourser à des taux prohibitifs, et ensuite dépenses, c'est-à-dire redistribution. Au moins les travaillistes outre-Manche, qui sont socialistes, ils ont compris qu'il faut de la croissance. Ça n'entre pas dans son programme. Elle veut même, elle dit, renégocier les 3% de déficit du PIB à Bruxelles. Sans réaliser, c'est un pacte. On peut être contre, mais tous les pays ont signé. On ne peut pas juste faire une entorse parce que on en a besoin. Et là, et c'est ça le côté extrême gauche, Frédéric, c'est que... Parce qu'elle a un parcours au Parti Socialiste, hein, c'est juste ça. Mais bon, oui, bien sûr. Je parle de sa pensée. Et je décèle là l'influence de cette Américaine Stephanie Kelton, auteur d'un best-seller, même en français, qui s'appelle « Le mythe du déficit ». C'est ce qu'on appelle la théorie monétaire moderne, qui dit plus ou moins les États peuvent plus ou moins emprunter tout ce qu'ils veulent, sans limite. Alors notre auditeur fil rouge avait absolument raison. Ce sont des gens qui n'ont aucune conscience, je dirais, de la valeur de l'argent. Pour conclure, les bêtises des gens réputés intelligents sont toujours plus catastrophiques
que les bêtises des gens réputés moins intelligents. C'est pas la personne pour la France. Ça c'est un petit travail philosophique que vous nous demandez de faire et qu'on va essayer de faire parce que chacun est en train de réfléchir. Alors peut-être pour conclure, Arnaud Benedetti, vous avez entendu le point de vue de chacun de nos chacune, puisque c'est une vraie voix. Hein, vous êtes une voix, messieurs. Donc qu'est-ce qu'on peut finalement en conclusion ajouter, puisque Lucie Castet ne semble pas convenir? Est-ce que les autres noms avancés comme Bernard Cazeneuve et peut-être Xavier Bertrand seraient peut-être un peu plus conformes? Vous prédisez quoi finalement, vous, Arnaud Benedetti? Je prédis que le pays s'installe dans une ingouvernabilité vraisemblablement soutenue dans les mois qui viennent, parce qu'il n'y a pas d'équation politique qui soit d'équation politique satisfaisante. Alors évidemment, le président de la République va devoir à un moment donné nommer un Premier ministre. On ne peut pas rester dans cette situation. Mais je m'interroge sur la durée de vie d'un gouvernement, quel qu'il soit. Ouais. Sauf à ce qu'il y ait une grande coalition qui voit le jour, mais aujourd'hui, ça ne me semble pas du tout quelque chose de probable. Toutes les solutions constituent des côtes mal taillées. Et finalement, l'hypothèse peut-être la plus probable, c'est que l'on soit confronté à un nouveau vote dans un an, sans que d'ailleurs... on sort d'une situation beaucoup plus claire dans un an. Enfin, évidemment, c'est un peu la tendance, effectivement. Merci Arnaud Benedetti pour votre éclairage. C'est important parce que on avait 3 points de vue différents. Joseph Touvenel, Jean-Luc Benamias. Non, j'ai grandement le même avis qu'Arnaud. Et puis Jérémy Stubbs. Sur le fond. Oui, j'ai développé moi. Bien sûr. Non, mais il y a le point de vue des 3 vraies voix. Et puis Arnaud qui était là un peu en arbitre. Donc on l'a, Jean-Luc. Bon, Jean-Luc, on revient dans un instant parce qu'on doit marquer une respiration et puis justement nous allons jouer parce que vous avez été très fort sur le débat, mais on va voir si vous êtes fort sur la musique. C'est le principe des vraies voix de l'été. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Frédéric Brindel. Ah, quel bonheur avec nos vraies voix. Je vous rappelle leur identité. Ce soir, Jean-Luc Benamias est avec nous, membre de la Ligue des droits de l'homme et ex-député européen. Jérémy Stubbs, spécialiste du Royaume-Uni et directeur adjoint de la rédaction de Causeur. Et Joseph Touvenel, directeur de la rédaction Capital Social, ancien syndicaliste. Voilà 3 profils très différents. On va voir ce que ça donne sur le quiz de l'été, puisqu'ils vont jouer avec Paul, évidemment, notre auditeur fil rouge. C'est parti. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Alors Paul, lequel vous semble être le plus calé sur la question des chansons? Vous allez choisir votre coéquipier, Paul. Vous choisissez Jérémy le British, Jean-Luc Benamias le chanteur d'opéra ou Joseph Touvenel le chanteur pas du tout. Un conseil, Paul, évitez mon côté. Bon, mais Paul, vous êtes seul. Je vais choisir monsieur... Pardon ? Allez-y, Paul. Ouais. Je vais choisir monsieur Touvenel. Allez, j'aime bien les défis. Joseph, à chaque fois. Ça, c'est le problème de la contre-communication, Joseph Touvenel. Vous la jouez, je n'y connais rien et pourtant, voilà. Donc, Paul et Joseph et Paul sont ensemble. Et du coup, mais quel duo! Jean-Luc Benamias avec Jérémy Stubbs. Qui l'eût cru, Jean-Luc? Prédestiné. Vous êtes sans mots, sans voix, Jean-Luc? J'ai répondu Lustu cru, c'est pas très drôle. Ah oui, effectivement, j'aurais pas dû vous relancer. Bon, alors, écoutez bien, je vous rappelle le principe. La première des 2 équipes arrivée à 4 points a gagné, puisqu'il y a 7 extraits. Le thème du jour de ce quiz de l'été, c'est... comment on savoure les Jeux Olympiques. Alors on a plein de chansons qui nous parlent de joie d'avoir participé à ces Jeux Olympiques. Vous allez écouter l'extrait. À vous de me donner l'interprète, le chanteur. On est d'accord? Il faut aller très vite. Premier extrait. Julien Clerc. Oui, Julien Clerc, Paul. Superbe. 1-0. Quand je joue, je n'ai plus les pieds sur terre, je m'envole. Eh oui. Les Anglais ont un peu moins joué, quand même. Enfin, si, 65 médailles, c'est bien, 64 pour la France, mais nous sommes 5e parce que nous avons plus de médailles d'or, Jérémy.
Bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, tant que ça durera, vous pouvez vous réjouir. Mais... Et nous continuons et on va pas se gêner. Alors écoutez bien ce deuxième extrait, il est très lié évidemment à l'actualité. À vous de nous donner l'interprète. C'est Jérémy, mais vraiment Paul, ça s'est joué à peu de choses, vous n'étiez pas loin. On égalise, hein. Un partout. Jeremy Stubbs, you're simply the best. Sur Tina Turner, oui, le reste non. Ah bon, bah écoutez, ça fait déjà 1-1. Jean-Luc, vous pouvez jouer, hein, je vous le rappelle. Hein. Oui, mais j'entends absolument pas la musique, donc j'ai du mal à jouer. Je n'ai entendu aucun son. C'est pas possible. J'ai la confirmation de Marie Faye, notre réalisatrice. Vous entendez, vous avez le ah ben, alors je suis sourd. Ah, allez savoir. Allez, troisième extrait. Formidable. Stromae, oui, c'est Jean-Luc Jean-Luc Benamias. C'est Jean-Luc. Bah, dès que j'ai le son, hein, ça va beaucoup mieux. Donc, Jean-Luc associé à Jérémy, ça vous fait 2 points. Ça m'embête parce que Paul, il est pas loin à chaque fois. Hein, il est très bon, Paul. Hein, il est très bon. Il est très poli. Il laisse les étrangers, les Anglais devant. Vraiment, Paul, c'est la vieille politesse française. Il est tellement numéro 2 qu'il a le mérite d'être anglais. Oui, et vous dites quoi, Paul ? Allez-y. On les gagnera dans le tournoi destination. Là, ça va loin dans la provocation. Je trouve. Oui. Hein, la devise de Sud Radio, c'est parlons vrai, mais là, je crois que c'est vraiment très vrai. Du Sud-Ouest, donc ça se respecte. Allez, 2-1 pour l'équipe inédite Jean-Luc Benamias et Jérémy Stubbs. Attention, 4e extrait. Elle est magnifique. Elle est américaine. Alors, Paul ? Ouais, mais le nom ne me revient pas. Le prénom, je vais vous donner un indice du prénom. Ça commence par un W, le prénom. Ah, wow. So emotional, comme les Jeux Olympiques. Vous l'avez, vous, les auditeurs de Sud Radio. Whitney. Oui, Whitney Houston. C'est la première fois. Alors Paul, vous avez donné le nom, mais le prénom a été donné par Joseph Touvenel. Et c'est en ce sens un exploit. Ça fait 4 points. Non. C'est bon, on a gagné. Non, ça fait 2-2 et justement le suspense est énorme. Jean-Luc, vous êtes bien là, hein ? Oui, mais on s'en fout, j'ai pas tout écouté non plus, mais c'est pas grave. Bon, d'accord. Une fois sur 2, j'ai le son peut-être, mais c'est pas vraiment. Hein. Allez, écoutez cela, qui est l'interprète. Oui, Calogero, Paul, vous reprenez la main, superbe, en apesanteur. C'est ces sentiments qu'on a, vous savez, quand on gagne des médailles d'or, Jérémy Stubbs. Les Français étaient en apesanteur au Club France, une fois qu'ils fêtaient. La descente à terre sera d'autant plus rude. Vous avez encore la parade. Vous êtes escrimeur, fencing, comme on dit chez vous. Vous choisirez votre arme, l'épée, le fleuret ou le sabre. C'est ce qu'on appelle maintenant, chers amis, une balle de match pour notre auditeur Paul, associé à Joseph Touvenel. 3-2, balle de match. Attention, je vous préviens, c'est facile, il faut dégainer vite. Céline Dion. Oui, c'est c'est Queen, c'est Paul, vous avez gagné, Paul. Avec Joseph, Queen, we are the champions. My friends, Jeremy. Oui. On comprend assez bien les paroles, hein. Elles auraient pu être écrites en français, finalement. Bien sûr, profitez bien. Bon, bravo à vous, Paul, associé à Joseph. Alors, il y avait un dernier extrait. Je voudrais quand même, Jean-Luc Benamias, ça vous dit quelque chose, ça ? Oui, pas quand même Aznavour, c'est bien. Eh oui, Aznavour. Jean-Luc Benamias, vous l'avez, Jean-Luc Aznavour. Non, mais ça va, j'avais le son. Sérieusement, j'aurais pas tout trouvé pour autant, hein, je m'en fous. Enfin, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais il y a quand même pas mal de morceaux. J'entendais un bruit de fond. Mais c'est pas grave, hein. C'est le jeu. Parce que, disons-le à nos auditeurs de Sud Radio, Jean-Luc Benamias est en visio. Hein, c'est de temps en temps, quand on a un petit souci, on est en visio. Alors évidemment, Joseph Touvenel est
Jérémy Stubbs sont en plateau avec nous. Parce que nous avons fait, nous, l'effort de venir jusqu'à vous. Voilà. Mais au bout du compte, là... Désolé d'être en vacances. Mais au bout du compte, l'homme qui vous met tous d'accord, c'est Paul, notre auditeur, qui lui est par téléphone. Et c'est pire par téléphone. Et c'est vous qui avez été le meilleur, Paul. Vous avez profité de ces Jeux Olympiques, Paul ? Oui, bien sûr, pas toute la parade politique, moi ça m'intéressait pas, mais les exploits sportifs, voir tous ces gens qui se préparent là qui s'entraînent très dur pour arriver à gagner des médailles, et ceux qui finissent 4e, je pense toujours à ceux-là qui finissent au pied d'homme, qui ont énormément travaillé et qui échouent de très peu. Non, c'est vraiment impressionnant, il faut respecter ça. Le sport, il faut respecter ça. C'est ce qui peut faire la concorde, un peu le sport. Quand on met le même maillot, on joue tous pour la même équipe, et c'est ce qu'il faudrait qu'ils arrivent à faire, nos hommes politiques, pour la France. C'est vrai qu'on a quand même pris... voilà. Non, mais c'est vrai qu'on a pris une leçon, mais bon, souvent, alors moi, modestement, je viens du sport en tant que journaliste sportif, puis un pratiquant quand même, et c'est vrai que j'ai l'habitude de dire que c'est un peu l'école de la vie, le sport. Bon, on l'a bien vu. Il y a un événement qui vous a marqué, Joseph, juste un événement des JO, rapidement, comme ça. Évidemment, les 3 Français sur le podium. En même temps. C'est le BMX. C'est extraordinaire. Le triplé du BMX. Vous, Jean-Luc Benamias, c'est quoi ? Je m'y attendais, mais parce que j'en avais parlé sur Sud Radio il y a plus de 6 mois, c'est Léon Marchand. Enfin, il s'était marqué dessus, mais il fallait savoir qu'il était si fort que ça déjà aux États-Unis. 4 médailles d'or. Alors oui, lui, il s'est entraîné aux États-Unis, ce qui pose d'ailleurs une question. On va dire la formation à la française. Bon, même s'il vient du club de Toulouse au départ. Jérémy Stubbs, vous avez le droit de choisir un événement anglais, mais vous êtes français aussi. Oui. En fait, ce qui m'a frappé le plus, c'est l'esprit sportif et le fair play qui a dominé et qui a fait oublier tout le reste. Et ça, c'est le vrai triomphe de ces Jeux à Paris. Exact. Merci à vous tous. Bravo à Paul. Dans un instant, les infos, les vraies voix se poursuivent, les vraies voix de l'été. Sérieux, mais atmosphère détendue quand même. Allez, on revient. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Frédéric Brindel. Ouais, 3 vraies voix. Alors, remontez comme jamais ce soir. Nous avons Joseph Touvenel, le directeur de la rédaction Capital Social, ancien syndicaliste. Nous avons autour de la table toujours Jérémy Stubbs, spécialiste du Royaume-Uni et directeur adjoint à la rédaction de Causeur. Et puis Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme et ex-député européen. Messieurs, vous êtes prêts ? On s'était quitté là juste avant les infos sur les Jeux Olympiques. On va reparler de Jeux Olympiques dans un instant, parce que c'est le rendez-vous quotidien pendant ces vraies voix de l'été d'Antoine Mazer. Et Antoine Mazer a décidé cette semaine d'appeler un acteur majeur de ces Jeux Olympiques. Tiens, si vous en aviez un acteur majeur des Jeux Olympiques, Joseph Touvenel, ça serait qui ? Jean-Claude Killy. Jean-Claude Killy, mais arrêtez. Jean-Claude, magnifique triple champion olympique, mais ça remonte à Grenoble. Eh bien non, si j'avais un acteur majeur, les volontaires. Parlons-en. 45 000 au total. Qui ont permis, et tous ceux, les forces de police, les forces de sécurité, et ceux que le président de la République n'a pas salués, les gardiens. Ceux qui sont des salariés qui travaillent et qui ont fait la sécurité, un travail difficile et très peu payé. Voilà, les acteurs majeurs, c'est évidemment... Vous parlez de la sécurité privée, c'est ça ? Oui, absolument. Si, je crois qu'il les a remerciés. Non, il a remercié la police, la gendarmerie, éventuellement l'armée, mais les volontaires, c'est un petit oubli, mais généralement, ils pensent peu aux petites gens. Ceux qui gagnent durement leur vie. Faut peut-être le rappeler de temps en temps. Ouais. C'est pour moi, ce sont des acteurs majeurs, avec évidemment les athlètes. Alors vous parliez des policiers. Moi j'ai vu un jour un policier qui photographiait 3 supporters espagnols devant la Tour Eiffel. C'était absolument génial. Un acteur majeur, Jérémy Stubbs, pour vous, de ces Jeux Olympiques ? Eh bien... ce serait quelqu'un comme vous, mon cher Frédéric, c'est-à-dire un commentateur, Nelson Montfort, dont je comprends que c'est peut-être Oui, il Nelson, tire sa révérence. Oui, Nelson a annoncé... Alors là, il est actuellement sur le Tour cycliste féminin. Mais c'était, oui, effectivement, son dernier, son grand dernier. Il a fait le lien entre le côté British et le côté so French, finalement, Jérémy. Ouais. Oui. Et puis il a une voix
très différente qu'on ne peut pas confondre avec quelqu'un d'autre, même pas comme avec vous, mon cher Frédéric. Et il en faut dans le sport parce que ça rend les choses plus présentes. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Bon, et vous, Jean-Luc Benamias, alors bon, chacun a eu on va dire, un angle différent, le vôtre. Alors, je vais prendre un angle vraiment différent. Philippe Catherine. Ah ouais, le chanteur donc qui s'est retrouvé nu. Oui, c'est pas parce qu'il s'est retrouvé nu. Il y avait plusieurs profils dans l'énorme film d'inauguration gigantesque, d'accord. Mais alors là, il a fait, mondialement, c'est une vedette mondiale. Ouais, oui, ben oui. Alors, il l'était un petit peu, d'ailleurs, parce qu'il avait été reçu à la télévision américaine et avec sa chanson Enlève ta moustache. Et en fait, je crois que les Américains avaient fait un show comme ça. Mais c'est un sacré artiste, hein, Jean-Luc Benamias, Philippe Catherine. C'est un sacré artiste, mais bon, voilà. Alors, j'aurais pu dire d'autres gens, évidemment, des sportifs, des entraîneurs, des femmes ou des hommes. Mais voilà, c'est le côté original, justement, de ce qui a été réussi, de mon point de vue. Alors, pas que Philippe Catherine, mais le côté réussite totale sportive, mais réussite aussi au niveau image. Bon, alors, Antoine Mazère est avec nous. Antoine Mazère, vous allez accueillir celui... Alors, bon, je suis très touché que vous l'accueilliez parce que moi, j'ai un parcours de 20 ans avec lui. J'étais le commentateur du handball à la télé. Et lui, il a pris l'équipe de France en 1998. Olivier Krumbolz, qui a fait ce que le handball féminin est aujourd'hui. Antoine Mazère, allez-y. Oui, on parle du plus beau palmarès pour un entraîneur français dans un sport collectif, à savoir un titre olympique en 2021, 3 titres mondiaux en 2003, 2017, 2023 et 1 euro en 2018. C'est tout simplement stratosphérique. Il a remporté avec l'équipe de France la médaille d'argent aux Jeux Olympiques aux Jeux de Paris 2024 il y a quelques jours. Bonsoir Olivier Krumbolz. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir Olivier. Bonsoir Fred. Est-ce qu'on arrive à réaliser encore une fois qu'on a décroché une très belle médaille? Alors certes, c'était peut-être pas la médaille espérée, mais ça reste une nouvelle fois une médaille exceptionnelle pour le handball français. Ouais, c'est surtout la continuité et tout ce qui a pu se passer aussi avec le public. C'est vrai qu'on aurait aimé être garçons et filles ensemble à Lille, mais quand on a joué le quart de finale, la demi-finale, on avait très peur de disparaître aussi. Et quand on voit l'engouement qu'il y a eu sur cette finale, même si elle est perdue, mais ça fait partie du sport, c'était à Lille, c'était vraiment fantastique ce qui s'est passé. Il y avait une ambiance de folie et faut savoir aussi perdre avec panache. Parce que quand vous êtes dominé par un adversaire, ça fait partie du sport. Il faudra analyser le pourquoi et le comment de cette finale un peu ratée sur le sportif. Mais quoi qu'il en soit, c'était bien aussi. On a gagné 7 matchs de suite. On a perdu le 8e, mais on a perdu le 8e pas contre n'importe qui. Bon, la Norvège, qui est devenue la référence. Joseph Touvenel a une question pour Olivier Krumbolz. Oui, lui, moi je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, on nous disait que les Français étaient en sport collectif incapables, ne gagnaient rien au niveau mondial en sport collectif. Je crois que les premiers qui ont commencé, c'est l'équipe masculine de hand. Et puis ensuite, on a vu montrer dans les différents sports co... les Français, évidemment, 98 le foot, mais le rugby qui est maintenant au sommet, c'est pas mon ami britannique qui me dira le contraire. Comment vous expliquez cette réussite actuelle? Parce que les filles, ça a été extraordinaire. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à les voir, même si elles ont perdu en finale. Comment vous expliquez cette montée du sport collectif en France depuis quelques dizaines d'années? Je pense que c'est le sport co décomplexé. Et c'est vrai qu'on en a un peu marre du French bashing et la réussite des Jeux Olympiques français, ça fait du bien, et les équipes de sport co sont costauds. Il y a quand même un encadrement qui est solide. En France, il y a un encadrement professionnel qui est solide. Nous, on a eu beaucoup de moyens pour préparer l'équipe, un staff étoffé. Quand je suis revenu en 2016, j'ai étoffé le staff, on a mis des moyens conséquents, notamment sur le plan médical. On a 3 kinés, un médecin qui est tout le temps là, et ça paye parce que nous, on est dans un sport où il faut beaucoup de qualité, c'est multifactoriel, mais il faut
de plus en plus de qualité physique. Et là, on est capable de répondre présent. Et je pense qu'on peut aller encore un peu plus loin. Je pense qu'on peut aller un peu plus loin sur nos lacunes. Des fois, un peu un manque de discipline. Mais mentalement, les équipes de France, elles sont costauds. Hein. On le voit au volley, on le voit au basket. Football, bon. Qui étaient juste à côté, quoi. Elles étaient tout au bord. Tout au bord. Ouais. Antoine Mazère, oui. Oui, vous avez été longuement ovationné après la défaite par ces 27 000 personnes du public de Pierre Mauroy. J'imagine que cette reconnaissance du public français, elle vous touche par rapport à tous les accomplissements que vous avez faits. Vous n'avez pas encore annoncé si vous allez continuer avec l'équipe de France ou pas, mais quand même, d'être ovationné devant 27 000 personnes, ça montre tout le travail qui a été réalisé à vos côtés depuis 1998 et l'équipe de France. C'était la dernière ou pas, Olivier ? Ah, mais ça, c'est pas tranché. Donc, pour l'instant, l'important, c'est l'équipe de France. C'est d'envisager une reconstruction. Je pense qu'on annoncera tranquillement au courant septembre ce qui va se passer. Mais Olivier, c'est pas tranché. Ça veut dire que c'était peut-être pas forcément la dernière Marseillaise à Lille, au stade Pierre Mauroy, pour ce France-Norvège en finale des Jeux Olympiques. C'est bien ce que j'ai compris. C'est pas tranché. Donc voilà, je ne veux pas vous en dire plus. Et ce qui me semble important, c'est par contre, c'est l'accompagnement des joueuses aujourd'hui. De toute façon, il va y avoir une reconstruction. Il y a des filles qui vont arrêter. Dieu merci, il y a des filles qui vont faire des bébés. Donc ça nous fera des bonnes handballeuses, j'espère, ou des bons handballeurs dans quelques mois. Il y en a déjà dans l'équipe, hein, puisque votre meneuse de jeu est une... Alors, elle n'était pas française, la maman, elle était tchèque, mais elle a joué en France. Bon, on doit marquer une respiration publicitaire. On revient, vous restez avec nous, Olivier Krumbolz. On modifie un petit peu le cours de l'émission. On reste avec les vraies voix. On marque une respiration. Olivier Krumbolz avec nous, dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Frédéric Brindel. Les vraies voix de l'été, c'est comme ça, c'est sérieux, mais c'est freestyle. Alors on a un petit peu, on va dire, réorganisé le conducteur de l'émission. Je vous rappelle que nos trois vraies voix sont Joseph Touvenel, Jérémy Stubbs et Jean-Luc Benamias, et que nous avons, dans le cadre de ce rendez-vous que nous propose quotidiennement à 18h, autour de 18h, Antoine Mazère, un invité marquant des Jeux Olympiques. Ce soir, c'est Olivier Krumbolz, sélectionneur de l'équipe de France de handball féminin. Je vous raconte l'histoire rapidement. Je l'ai vécu pendant 20 ans avec lui. En 98, les filles étaient carrément obligées de s'occuper de leur maillot et tout ça. Bref, il a professionnalisé tout. Elles étaient 15e mondiales. Aujourd'hui, elles sont championnes du monde, championnes d'Europe, championnes olympiques, double médaillée d'argent aux Jeux Olympiques. Et donc, cette dernière, qui n'est peut-être pas une dernière pour Olivier Krumbolz, Antoine Mazère, en tout cas, tout le monde s'attend à ce que ça s'arrête pour Olivier, qui nous dit que c'est pas tranché. Antoine. Oui, en tout cas, les résultats, ils parlent toujours en faveur d'Olivier Krumbolz, mais on avait une joueuse que vous connaissez très bien, qui compte plus de 300 sélections avec l'équipe de France, considérée comme l'une des meilleures pivots du hand français, qui a quand même voulu vous adresser un petit message pour vous féliciter. Bonjour Olivier, écoute, ça me fait plaisir de t'adresser un petit mot aujourd'hui. Je tiens vraiment à te féliciter pour vraiment l'ensemble de ta carrière, pour tout ce que tu as fait pour le handball féminin, toutes ces médailles que tu as su apporter avec toutes les équipes que tu as pu entraîner. C'est vraiment avec beaucoup d'émotion que vraiment je m'adresse à toi, parce que j'ai vibré ces derniers Jeux Olympiques avec vous. Tu aurais certainement mérité l'or avec les filles sur ce dernier match, mais bon, on te félicite encore avec tout ton staff. Véronique Péqueux-Roland, qui était là justement quand Olivier Krumbolz est arrivé et quand les filles n'avaient rien pour elles, ne serait-ce que de facilité pour jouer professionnellement. Une réaction, Olivier Krumbolz ? Ça fait plaisir, hein. Véro, ça a été quand même une joueuse extraordinaire. Elle a incarné l'équipe de France. J'ai toujours dit de la part de Véro que c'est le soldat qui ramasse l'étendard et qui traverse le pont sous les balles et tous les autres la suivent. Non, mais ça fait plaisir parce que on a fait beaucoup de choses ensemble et c'était un combattant, Véro. Et elle a beaucoup apporté à l'équipe de France. Elle a été un exemple. Et Dieu sait que la combativité est importante. Donc,
Ça me fait plaisir. Bon, allez, autour de la table, Jérémy Stubbs, une question. Une question naïve. Je veux bien intervenir un peu sur le sport. J'ai quand même pas mal fait d'émissions sportives sur un certain nombre de radios. Jean-Luc, mais justement, dans ces cas-là, on dit on garde le meilleur pour la fin. Enfin, Jean-Luc. C'est gentil, c'est bon. Jérémy. Vas-y, mais parole à Olivier. Oui, une question naïve, parce que le hand, comme on dit, c'est largement un mystère pour les Britanniques. Est-ce que ce sport est en progression, sa pratique dans le pays? Est-ce que c'est en progression? Est-ce que ça se maintient? Quelle est la situation aujourd'hui? Question de l'universalisme, parce que certains sports sont en difficulté au JO. Oui, non mais le handball est en progression. Alors en France, il est en progression permanente. C'est l'un des premiers sports français. On diversifie la pratique. On a du beach handball. On est en train de sortir un handball à 4 qui va être très intéressant pour les collèges, pour les écoles. On a du baby hand, on a plein de choses. Et on a beaucoup de licenciés. Mais il faut continuer à travailler pour mondialiser ce sport, qui est un sport magnifique. Il y a effectivement encore du travail, et notamment par rapport aux pays anglo-saxons qui ont des sports qui privilégient les sports historiques. Et il faut qu'on arrive à pénétrer dans les pays anglo-saxons particulièrement. Mais je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. Il faut mettre des moyens. Il faut que la fédération internationale mette des moyens et qu'il y ait des cadres qui aillent travailler, accompagner, mais aussi soutenir financièrement les pays qui en ont besoin. Et nous verrons si les Américains à LA, à Los Angeles feront aussi bien que les Britanniques en 2012. Bon, c'était un petit peu dur de s'y mettre. Jean-Luc Benamias, mais bien sûr, c'est une histoire de passionner le sport. Vous en êtes. Question. C'est pas une question. C'est juste pour répondre à la question sur les sports collectifs en France. Je suis quelqu'un, comme ça se voit sans doute, des années 60-70, où vraiment nous n'étions pas très très présents, même dans le foot. Gloire à ce niveau-là à des gens comme Michel Platini, en 84, qui fait que tout d'un coup, enfin, la France gagne un championnat d'Europe. Gloire, ça va parler à notre ami handballeur. Olivier Gloire au Barjot, en 92, qu'on n'attendait pas vraiment là. Qui font une médaille de bronze. C'est une des premières, si je ne me trompe pas, c'est une des premières médailles aux Jeux Olympiques collectives. En 92 à Barcelone, oui. À Barcelone. Et après, ça n'a fait que monter dans le volley, dans le basket. Alors, gloire à Tony Parker, à Richard Dacoury et à quelques personnes comme celle-là, qui ont fait monter les différents sports collectifs. Et depuis, c'est ça qui est miraculeux. Chez les hommes et chez les femmes, ça n'a jamais cessé. Combien de finales a-t-on fait encore cette fois-ci? Alors on les a malheureusement pas toutes gagnées, mais on peut toujours tout gagner, bien évidemment. Mais c'est énorme. Voilà, l'évolution du sport collectif en France, et à ce niveau-là, les entraîneurs, les enseignements dans le monde sportif, dans le monde scolaire, ont joué un rôle formidable. Reste un gros problème, un problème encore existant, c'est les moyens qu'on donne réellement à tous ces sports pour exister pendant toute l'année, en dehors de certains espaces. Et notamment, à ce niveau-là, le handball féminin, effectivement, par exemple, et Olivier le basket. Combien de gens, quand on regarde les clubs de basket féminin en France, ça joue bien, hein. Quels sont leurs revenus? Quels sont leurs revenus mensuels? Autour du SMIC. Et tous nos volleyeurs champions olympiques sont obligés de jouer à l'étranger. Merci Jean-Luc Benamias, bravo à vous Olivier Krumbolz, merci. Exactement, mes félicitations Olivier, bravo. Antoine Mazer, oui effectivement, vous parliez des barjots, il y a eu Daniel Costantini qui a créé le handball masculin et Olivier Krumbolz a créé le handball féminin. Bravo Olivier, bravo pour cette médaille d'argent. Et on espère bien retrouver Olivier à Los Angeles, bien entendu. Avec ce que vous venez de dire Olivier, c'était obligé que Joseph réagisse. Allez, tout de suite le tour de table. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table. De l'actualité. Allez, le tour de table, chaque vraie voix prend la parole. Alors messieurs, on a pris le temps, là, on s'est installé, on était un petit peu décalé. On commence par vous, Joseph Touvenel, votre tour de table.
Comme vous le savez, les Jeux Olympiques sont terminés, la cérémonie de clôture a eu lieu, le président de la République a remercié qui de droit, et il a eu raison, il fallait le faire. Il a tiré le bilan des Jeux, il a eu cette phrase magnifique, « La vraie vie, c'est ce que nous avons vécu ». Bon, c'est une vision un peu particulière de la vraie vie, peut-être venant de quelqu'un qui vit dans une façon... Laissez-lui le bénéfice du doute. Il a grandi à Amiens, c'est une ville populaire. Il me semble que la vraie vie, c'est autre chose, mais enfin bon, c'est son droit, il a clos le chapitre. Et ça me rappelait un peu cette réplique du Tartuffe de Molière. « Couvrez ce handicap que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées. » Parce que les JO sont pas terminés. Il y a les Jeux paralympiques. Et moi, je suis scandalisé quand on nous dit en permanence, voilà, c'est terminé, c'est révélé le tir. Alors, je sais bien, les paralympiques, ils n'auront pas le droit de passer sur la scène, cette façon magnifique. Ils seront sur la place de la Concorde, ce qui est pas mal non plus. Oui, c'est là où on a décapité le roi. C'est peut-être pour ça qu'il y avait une scène de décapitation lors de la cérémonie d'ouverture. Enfin, sur la scène, il y a eu plein de choses aussi. Je suis profondément choqué par la façon dont on les met de côté, alors que... ce sont des gens, évidemment, qui surmontent leur handicap. Tout sportif, c'est un effort. Ce sont des années de travail, et pour eux particulièrement, parce que ça veut dire qu'ils ont eu dans leur vie ou un accident grave, ou qu'ils sont nés avec un handicap, justement, et qu'ils surmontent ce handicap. En fait, il nous montre l'envie de vivre. C'est exemplaire. Ça va être magnifique du 28 août au 8 septembre. Et juste précisons, ce n'est pas du fait de la France de séparer les deux. Alors, c'est une décision du Comité international olympique. L'excuse qui nous est donnée officiellement, c'est que tout ça est compliqué à organiser. Je suis désolé. Dans une piscine, on peut faire nager des valides et un quart d'heure après, des gens qui sont en handicap. Sur un stade, c'est pareil. Alors je sais qu'il y a des aménagements, mais on fait une durée plus longue. Les aménagements, par exemple, quand vous aviez les pongistes qui ont fait là dans les Jeux avec leur table électronique, etc. Et quand le lendemain c'était les haltérophiles, on est capable de le faire. En fait, la réalité, il y a deux comités olympiques, deux comités olympiques internationaux, des comités olympiques nationaux. Ça fait des présidents, des voitures de fonction, des machins, des droits, tout ce qu'on veut. Oui. Et ce qui fait que les paralympiques, c'est un peu les restes des Jeux Olympiques. Je trouve que c'est absolument anormal quand on nous parle de montrer justement l'effort. Montrons l'effort des Paralympiques avec les valides. Et pour aller dans votre sens, Joseph Touvenel, et bon, c'est une théorie que, à titre personnel, j'ai soulevée, c'est-à-dire qu'il y a aussi les Jeux Olympiques d'hiver, et si on veut répartir, on peut répartir différemment, c'est-à-dire pas forcément olympique et paralympique, mais un peu plus en été, un peu plus en hiver, et ça sera peut-être plus intelligent. Le tour de table maintenant, Jérémy Stubb. Eh bien, mon coup de gueule, c'est contre tous ces commentateurs dans les médias français qui ont l'acte et réflexe de mettre tout ce qui arrive de mal outre-Manche sur le compte du Brexit. On y revient dans un instant. Le temps d'une respiration, c'est ce qu'on appelle du teasing en anglais. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table. De l'actualité. Et oui, nous sommes en plein tour de table après Joseph Touvenel. Nous aurons Jérémy Stubbs et Jean-Luc Benamias. Jérémy Stubbs, c'est à vous. Vous nous alliez chier juste avant. Oui, parce que c'est comme ça que l'on dit. C'est la vraie formule. C'est le... Voilà. Eh bien, allez-y, continuez. Oui, si un Britannique trébuche sur son paillasson, les bons esprits ici vont dire que c'est la faute au Brexit. Et on a vu beaucoup d'exemples devant ces émeutes terribles qui ont eu lieu outre-Manche ces derniers temps. Tout ça, apparemment, c'est la faute du Brexit. Je ne suis pas là pour défendre le Brexit. En 2016, j'ai voté contre. Mais il faut démontrer un lien de causalité. On nous dit que la haine de l'étranger, ça a été propagé par le Brexit. Dans la mesure où il y a de la xénophobie outre-Manche, elle était déjà bien installée avant le Brexit. Et le Brexit n'a pas nécessairement augmenté ce sentiment. On nous dit aussi que le Brexit, ça devait permettre aux Britanniques de contrôler, de maîtriser leurs frontières. Eh bien, oui, vis-à-vis de l'Union européenne. Là, la chose est faite. Ce qui fait l'immigration, c'est l'ouverture des frontières aux pays en dehors de l'Union européenne.
On nous dit aussi que le pacte de Dublin ne permet plus aux Britanniques de retourner des migrants à d'autres pays. Déjà avant le Brexit, ce mécanisme ne marchait pas. Personne ne voulait reprendre les migrants de la Manche, surtout pas les Français. Bon, et je rappelle que ça va être l'objet de notre débat dans un instant, le grand coup de projecteur, mais ce qu'on retient, votre message à vous, Jérémy Stubbs, dans ce tour de table, c'est le Brexit n'est pas responsable de tout ça. Jean-Luc Benamias, c'est à vous. Vous revenez sur le bilan des JO que vous aviez, vous nous l'avez dit, que vous aviez annoncé positif, il l'a été. Mais les Jeux Olympiques, c'est comme ça. Alors, je préfère nos Jeux Olympiques à ceux du Japon qui étaient à huis clos. Merci, et on sait pourquoi. Mais clairement, tout ce qu'on a pu entendre depuis l'annonce par François Hollande 2015 que les Jeux Olympiques allaient avoir lieu à Paris. C'était impossible, on n'y arriverait pas, il n'y aurait pas les moyens nécessaires, on pourrait pas nager dans la Seine, on serait incapable de mettre les moyens nécessaires, les transports nécessaires, on n'arriverait pas à diversifier, on n'arriverait pas à faire que le pays se réveille complètement. Tout ça a réussi. Alors, je l'ai dit tout à l'heure en démarrage, heureusement, il n'y a pas eu d'attentat, là ça aurait été horrible, mais qui peut maîtriser cela? Personne. Donc, globalement, je pense qu'on peut se réjouir fortement du fait que, pendant au moins 3 semaines, le pays ait vécu d'excellents moments, de bons moments. Qu'on aime le sport ou qu'on n'aime pas le sport, par ailleurs. Donc, voilà, cette réussite. Et ce côté franco-bashing, à chaque fois qu'il y est à Paris c'est impossible, Hidalgo ne veut pas, et puis ainsi de suite, la Seine sera sale. C'est pas la première fois que des nageurs en eau vive nagent dans des situations qui sont pas hyper régulières, hyper propres, ils connaissent. D'ailleurs, quand on leur a demandé leur avis, puisqu'à un moment donné, vous l'avez vu, le deuxième jour où il y a eu du triathlon, ouais. La Seine n'était pas totalement en état. On a demandé l'avis aux nageurs, les nageuses, ils ont dit, ça va, on est au jeu, on y va. Bon, il y a la première épreuve des filles qui a été retardée d'une journée. C'est ça, mais ça, qui peut maîtriser la pluie? Qui peut maîtriser des nages en eau vive quand on est dans une grande ville comme Paris avec toutes les rivières, dont la Marne notamment, qui arrivent directement dans la Seine. Voilà, moi je me réjouis de la réussite, je me réjouis de l'ensemble de ceux qui ont pris l'initiative. On en a malheureusement toujours trop oublié, puisque on ne crée pas les Jeux Olympiques du jour au lendemain. Voilà. Et écoutez, des passages comme ça dans une vie humaine, c'est pas mal. Comme je me suis réjoui sérieusement des Jeux Olympiques d'Albertville, qui avaient été quasiment tout autant décriés. Ça avait été une grande fête en 1992, effectivement. Exactement. Ouais. Mais c'était aussi une réussite. On a oublié que la cérémonie d'ouverture avec 2 couplets à l'époque était tout aussi originale que celle qu'on a vécue. Voilà, c'est l'occasion de dire que la France a du talent. Alors, Joseph Touvenette, rapidement... Je me réjouis comme Jean-Luc Benamias que globalement, c'est une grande réussite. Pour la Seine, non, je suis désolé, la Seine est dégueulasse. J'ai des photos, beaucoup de courage pour ceux qui sont allés. Il y avait 11 plongeons prévus, c'est-à-dire les nages et les entraînements. Il y en a eu que 5. Ça a coûté 1,4 milliard. Je rappellerai que nos compatriotes de Guadeloupe et de Mayotte n'ont pas d'eau potable. Avec 1,4 milliard, ils avaient de l'eau potable pour plusieurs années. Ça, pour moi, c'est un scandale. Vous savez ce qu'on fera? On se refera un sujet sur la Seine, parce que c'est vrai qu'on n'a pas fini d'en parler. J'étais pour que ces jeux-là, et en eau vive, ça ait lieu à Vers-sur-Marne. À Vers-sur-Marne. Mais c'est le plan d'eau pour l'aviron et pour le canoë-kayak. Et ça a été utilisé sur la quinzaine de jours, c'était difficile. Bon, messieurs, merci. Message reçu. Vous, les auditeurs de Sud Radio, vous intervenez. Donnez-nous votre opinion, parce que eux, là, les vraies voix, là, ils ont le micro. Il le tient, ils le tiennent, ce micro. Mais bon, vous aussi, vous pouvez 0826 300 300. Dans un instant, nous reviendrons sur les émeutes anti-immigration qui sévissent depuis juillet au Royaume-Uni et qui traduisent les divisions de la société britannique sur une politique d'immigration de masse peu courante dans les grands pays démocratiques occidentaux. Face à ces tensions fragilisantes pour la cohésion nationale, nous vous posons la question dans un instant. Du point de vue français, comme le Royaume-Uni, la France risque
risque-t-elle une crise sociale sur le thème de l'immigration? Nous en reparlons dans un instant. Nous aurons un spécialiste, journaliste franco-britannique. Ça nous en fera deux, puisqu'en plus nous avons Jérémy Stubb avec nous. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. C'est la seule radio qui donne des informations, on peut s'interroger. C'est pas facile tous les jours, mais pour ma culture, c'est parfait. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Frédéric Brindel. Profitez de ces vraies voix de l'été, comme je le disais tout à l'heure, décontractées mais sérieuses. Sérieux d'ailleurs, nous allons y revenir dans un instant. Nos trois vraies voix ce soir sont Joseph Touvenel, directeur de la rédaction Capital Social, ancien syndicaliste, Jérémy Stubb, spécialiste du Royaume-Uni et directeur adjoint de la rédaction de Causeur, et puis Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme et ex-député européen. Le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Les Britanniques vivent un été brûlant et toujours pas à cause de la météo, mais en raison des violentes émeutes en réaction à des agressions à l'arme blanche présumées être commises par des étrangers. Les anti et les pro-immigration s'affrontent sur fond de projets politiques et de manipulation via les réseaux sociaux. Depuis des années, quotidiennement, des bateaux de fortune traversent la Manche pour acheminer des migrants jusqu'au Royaume-Uni. Est-ce tenable pour les Britanniques? L'exemple de nos amis anglais ne résonne-t-il pas jusqu'à nos frontières? Nous vous posons la question sur le compte X. Répondez-y. Comme le Royaume-Uni, la France risque-t-elle une crise sociale sur le thème de l'immigration? Pour nous éclairer déjà le point de vue depuis depuis la Grande-Bretagne, même s'il est franco-britannique, Maximilien Nagy qui est avec nous. Bonsoir Maximilien. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Bon, vous allez nous éclairer sur déjà peut-être, allez, on commence par vous. Que s'est-il concrètement passé? Parce que nous, on entend parler d'émeutes. Est-ce que le quotidien des Britanniques a été à un moment donné mis en danger dans certains lieux où il y a eu ces émeutes? Oui, je pense que c'est légitime. Je pense que c'est légitime de le dire. Sans doute que Jeremy a aussi de la famille affectée, au moins dans certains quartiers. Bon, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est dans quel quartier déjà ces émeutes ont lieu. Parce qu'il ne s'agit pas d'un phénomène généralisé, et je pense que Jeremy l'a bien dit précédemment, parler du Brexit comme la cause de tous les maux du Royaume-Uni est une grande exagération. Quels sont les quartiers concernés? Nous sommes dans des quartiers post-industriels, très appauvris, qui sont au nord-est du Royaume-Uni, au nord-ouest, et puis bon, un peu plus bas, autour de Manchester, Liverpool, bien sûr, ou à Southport, qui est à côté de Liverpool, où a eu lieu l'attaque au couteau. Et bon, en fait, on est face à un phénomène social qui n'est pas nouveau. On a vu des phénomènes ces dernières années, ces dernières décennies, avec un public bien spécifique d'anciens, de personnes descendantes d'ouvriers ou elles-mêmes qui ont été ouvriers dans leur jeunesse, qui aujourd'hui sont désœuvrés parce que le pays est très désindustrialisé, qui n'ont donc pas de travail, qui vivent une vraie crise sociale et qui ressentent comme injuste. Ensuite, on peut analyser est-ce que leurs motifs sont justes ou pas, mais ils ressentent en tout cas comme une injustice le fait que ce soit à leur place des personnes d'origine immigrée, en l'occurrence beaucoup de Pakistanais, beaucoup d'Afghans, mais aussi d'autres nationalités qui viennent sur leur territoire et en plus, certains de leurs descendants, en l'occurrence ici, et c'est bien la difficulté, c'est que l'attentat la semaine dernière, il y a 2 semaines déjà, était manipulé, mais c'est un descendant de parents rwandais qui a commis cette attaque au couteau. Alors bien sûr, c'est encore un événement manipulé, il faut bien que je reprécise. On entend bien, effectivement. On entend bien, Maximilien Nagy, cette problématique, alors qui ressemble du coup un petit peu à celle de la France, avec les quartiers défavorisés et cette rencontre finalement de toute une partie de la population qui se sent flouée. Auparavant, le Parti communiste était celui qui représentait les classes populaires. Aujourd'hui, Joseph Touvenel, en France, beaucoup évoquent ce rôle tenu par le Rassemblement national. C'est un schéma là qu'on voit en Grande-Bretagne qui ressemble visiblement un petit peu à la France ou pas? Alors, il y a évidemment des similitudes. Ça a été très bien rappelé. Du côté de Liverpool, ça a été, mais depuis les années 70, donc ça date pas d'hier, c'était l'écroulement de l'industrie, du port, des usines, etc., avec un phénomène récurrent de violence qui s'appelle les hooligans, qui sont pas nés d'hier,
et qui sont des gens, en fait, qui profitent de toutes les occasions pour aller cogner, se battre. Alors, nous, on en a en France, mais dans une moindre mesure. Donc, il y a ce terrain. Deuxième terrain, les mensonges gouvernementaux ont de l'air répétition. Rappelez-vous ce drame avec le gang indo-pakistanais, qui a, alors on a un chiffre d'environ 1 millier, voire un peu plus, de jeunes filles, de petites filles, d'enfants qui ont été violés, qui ont été prostitués, ça a duré des années. Ça a été caché par les autorités politiques, ça a été caché par les autorités policières, ça a été caché par les personnes qui devaient s'occuper des éducations des enfants sous un prétexte, n'en parlons pas parce que ça va faire monter le racisme. Du coup, sur ce terreau de mensonges, en fait, de ne pas dire la réalité. Dire la réalité, ça ne voudrait pas dire les Pakistanais sont responsables. Ça veut dire des gangs comme nous, on peut en avoir, des gangs sont responsables, il faut les arrêter. Oui, c'est le principe de la base du raciste, hein, c'est celui qui dit c'est parce que tu es de ce pays que tu es, là c'est raciste. Et si en on revanche, dit pas, voilà. si tu viens de ce pays, mais si on dit pas la vérité, si on dit pas voilà, c'est les gangs, c'est les mafieux qui sont responsables, eh bien après la parole gouvernementale n'est plus crédible et c'est ce qui s'est passé. Et le premier taré qui est sur les réseaux sociaux qui raconte n'importe quoi, eh bien il est cru puisque les autorités ne sont plus crédibles. Bon, à la question que nous posons aux auditeurs de Sud Radio, et vous n'hésitez pas à intervenir au 0826 300 300, comme le Royaume-Uni, la France risque-t-elle une crise sociale sur le thème de l'immigration? Vous dites oui à 80%. Jean-Luc Benamias, ce qu'il se passe aujourd'hui en Grande-Bretagne ressemble-t-il à quelque chose qui serait en réaction à un problème qui est une crise migratoire et qui n'est pas, enfin, précisons-le, la faute de ceux qui immigrent et qui sont victimes, mais la faute de l'organisation de nos sociétés face à cette crise migratoire? Jean-Luc Benamias. La réponse est non. Oui, les crises sociales existent. Ça vient d'être expliqué par nos amis sur le côté crise sociale importante qui n'est pas due au Brexit, effectivement, mais qui est due à la fin des mines, notamment dans plein d'endroits des territoires d'Angleterre, mais de l'industrie, de grands territoires industriels, Manchester, Liverpool, d'une extrême droite très conséquente aussi. Alors on n'a pas de leçon à donner, nous la France par rapport à l'extrême droite, mais d'une extrême droite très conséquente. Moi je ne mélange pas l'idée forte, réellement existante de crise sociale possible, mais c'est pas dû aux migrations. C'est dû au fait qu'un certain nombre de gens, dans la pauvreté, je n'invente rien, en France, il y a plus de 10% qui sont en dessous du seuil de pauvreté, voire 12%. En Angleterre, c'est sans doute à peu près pareil. Des quartiers en énorme difficulté. Oui, la crise sociale vient de là. Nos pays, l'Angleterre comme la France, ont de grandes difficultés à gérer cela. Et les formations associatives, Emmaüs en France, ATT Quart Monde, mais d'autres associations dans les autres pays, n'ont pas forcément toujours les moyens de répondre à ces grandes problématiques. Donc, je ne mélange pas. Parce que la question migratoire n'est pas un phénomène français, n'est pas un phénomène anglais. La question migratoire est un phénomène mondial. Mondial à cause des crises sociales, certes, mais mondial aussi à cause des crises climatiques, je ne vous invente rien. Et il faudra, dans ce cadre-là, que l'Union européenne, l'Angleterre comprise, mais les grands pays trouvent des solutions, elles ne sont pas simples, pour être en capacité d'accueillir et de renvoyer dans différents pays des migrants qui ne sont pas les bienvenus. Ouais. Mais les renvoyer, ça veut dire qu'on est en capacité de discuter et de les renvoyer dans leur pays. Or, chacun sait qu'aujourd'hui, un certain nombre de pays refusent de voir leurs migrants revenir, parce qu'ils n'en ont pas les moyens eux non plus. Donc, cette crise migratoire mondiale est un phénomène. C'est le phénomène qu'on aura à gérer jusqu'à la fin du 21e siècle. Effectivement, crise migratoire. Alors, petite anecdote, parce que nous sortons des Jeux Olympiques, et moi, à titre personnel, j'ai vécu cela, et j'ai rencontré beaucoup de gens, et il y avait des Chiliens qui me disaient qu'ils avaient des problèmes d'immigration avec les Vénézuéliens. Donc, vous voyez que c'est pas une histoire c'est complètement mondial. Réaction, peut-être, Jérémy Stubb, avant de reparler avec Maximilien, qui a vécu, justement, ce mois de juillet, en Grande-Bretagne, mais réaction, peut-être, Jérémy, par rapport à ce que vient de dire Jean-Luc Benamias. Je suis bien sûr d'accord avec la plupart de ce qui a déjà été dit. Il y a des liens entre crise sociale et crise migratoire. Ça ne veut pas dire que c'est l'une qui provoque l'autre, mais il y a des liens. Prenons le cas du Royaume-Uni, et ça s'applique peut-être dans une certaine mesure aussi à la France.
le pays, l'État et les entreprises préfèrent importer de la main-d'œuvre peu qualifiée ou non qualifiée parce que ça coûte moins cher que de former nos propres concitoyens. Et c'est ça qui est, dans une très grande mesure, à la racine de ce qui se passe. Je dirais aussi que beaucoup des commentaires en France consistent traditionnellement à dire il y a un modèle français et un modèle anglais. Et chaque modèle a été appliqué. Il s'agit de dire lequel marche le mieux entre les deux. Il n'y a pas de modèle. Il y a surtout une immigration qui est différente. L'immigration française, il y a une grande minorité qui est musulmane et originaire d'Afrique du Nord. Au Royaume-Uni, la plupart des immigrés sont originaires du sous-continent indien. Ils appartiennent à toutes sortes d'ethnies différentes, ils sont de religions différentes. L'État britannique n'a pas décidé de les garer en quelque sorte dans des sortes de ghettos. Ils sont arrivés, ils ont constitué leur communauté. C'est arrivé comme ça. Et jusqu'à 1947, de mémoire, l'Inde appartenait à la Grande-Bretagne. Oui. Bien sûr, ainsi que le Pakistan, Bangladesh et le Sri Lanka. Le Pakistan est né en 47 justement. Ouais. Justement. Et donc, et en plus, il y a des tensions interethniques entre tous ces groupes. Non seulement entre les blancs et les non-blancs, mais entre tous les groupes. C'est une situation donnée. Ce n'est pas une sorte de modèle qui a été créé. Ce que nous avons vu là, et il faut le dire que c'est peut-être un peu exceptionnel par rapport à la France. En France, l'année dernière, on a vu des émeutes, mais c'était surtout des gens des quartiers qui se révoltaient soi-disant à cause de la police. Là, nous avons, comment dirais-je, des blancs qui se révoltent. Alors le contraste est frappant entre les deux. On est sur une question qui effectivement touche à la race. Revenons à notre journaliste expert franco-britannique qui est avec nous, Maximilien Nagy. Je le rappelle, vous avez passé le mois de juillet en Grande-Bretagne. Qu'est-ce que c'est exactement que cette histoire de réseaux sociaux qui aurait un petit peu enflammé les tensions? Donc on le rappelle, il y a eu des agressions et quels jeux ont finalement amené les réseaux sociaux? En fait, il s'agit tout simplement de la question de l'identité de l'agresseur, enfin du criminel qui a donc tué ses fillettes à Southport. En fait, c'est des thèses très simples. Ce sont plusieurs personnes, complotistes comme il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux, qui ont tout simplement écrit que ce jeune, dont les parents, je rappelle, sont d'origine rwandaise, serait arrivé, lui, par bateau, depuis le continent africain, en Angleterre, et qui serait musulman. Les deux sont faux, puisqu'il est né au Royaume-Uni, de parents certes immigrés. Ensuite, comme ça se passe très souvent, il suffit qu'il y ait des groupes suffisamment motivés et excités qui fassent monter les statistiques et les algorithmes. Il faudrait avoir plus de spécialistes d'algorithmes des réseaux sociaux, je pense, dans ces émissions d'ailleurs. Les algorithmes font monter des tweets qui sont bien menés, qui ont des groupes qui les partagent. Et c'est comme ça que des groupes dont on a parlé à l'instant, type hooligan, ont réussi à se constituer, à se donner des rendez-vous via Telegram. Alors Twitter, bien sûr, j'en ai suivi plusieurs. C'est très dur de discuter avec eux d'ailleurs parce que l'excitation ne cesse d'augmenter. Puis on a des images qui ne sont pas en rapport avec le crime ni avec l'agresseur et le criminel, mais qui sont commentées elles aussi, donc ça crée beaucoup de confusion. Donc Twitter, Telegram, je pense que c'est fondamental. Et d'ailleurs, la grande difficulté pour le gouvernement britannique, c'est aujourd'hui de dire mais qu'est-ce qu'on fait de la gestion des réseaux sociaux? C'est ça le problème. Est-ce qu'on régule? Ils sont en train d'essayer d'en parler, ce qui au Royaume-Uni est quand même sera sans doute un sujet, et j'en termine là-dessus, beaucoup plus sensible qu'ici, en principe. Parce que la liberté d'expression est quelque chose de plus sacré et l'État a moins de pouvoir sur l'individu par principe. Bien sûr, dans les faits, les choses s'appliquent différemment. Je pense qu'on peut aussi appliquer cet exemple à la police qui, comme on le voit, n'est pas armée et a assez peu de moyens de réprimer des manifestations ou des émeutes, contrairement à ici. Et pour en revenir à notre question, c'est-à-dire le parallèle entre la situation en Grande-Bretagne et une éventuelle évolution en France, même si j'ai bien rappelé que finalement on a beaucoup de passages de migrants via la France qui ne restent pas mais qui partent en Grande-Bretagne, mais au-delà de ça, on a aujourd'hui cette crise qui est une nouvelle fois alimentée par les réseaux sociaux. Joseph
Touvenel, on est au cœur du problème. Il n'y a pas que la responsabilité des réseaux sociaux. Oui, sur les réseaux sociaux, se raconte n'importe quoi, mais en même temps, les réseaux sociaux nous apportent des informations qu'on ne trouve pas ailleurs. Ça, c'est le problème de la liberté de la presse. Enfin, il faut faire la part des choses. Vous êtes journaliste aussi. C'est le problème, comment faire la part des choses. Mais il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. Attention, il n'y a pas une immigration, il y a des immigrations. Et quand dans ces immigrations, vous avez une masse importante d'islamistes, c'est-à-dire de gens qui veulent détruire notre société, à un moment donné, ce n'est plus supportable. C'est un problème que l'on rencontre en France, c'est un problème qui peut se rencontrer en Grande-Bretagne. Les Anglais m'ont plus que surpris quand ils ont autorisé des tribunaux islamiques à juger pour les problèmes familiaux. Oui, pour le coup, il y avait vous imaginez le respect des droits de la femme tel qu'on le conçoit. Et donc, les islamistes, dès qu'on leur donne, dès qu'on recule, ils avancent. Et il y a un véritable danger aussi que nous connaissons, que connaît l'ensemble de l'Occident, par rapport aux islamismes, par rapport à la montée de l'antisémitisme, et c'est pas neutre, et on peut pas, alors c'est pas tous les immigrés, et c'est pas tous les musulmans, mais il y a un danger lié à l'islamisme, il faut pas se voiler la face, et la France fait-elle plus preuve de vigilance, Jérémy Stubbs, que la Grande-Bretagne sur ce sujet? Non, pas du tout, malheureusement. Je crois que ce soit en France ou outre-Manche, et pour rebondir sur ce que disait Joseph, il y a une méfiance de la population vis-à-vis de la parole de l'État et des autorités. C'est ça qui permet aux réseaux sociaux, comme l'a expliqué Max, de prendre le pouvoir en quelque sorte. Les autorités ne sont pas claires. Et je ne vais pas expliquer tout le contexte, mais au Royaume-Uni, on a une série d'attentats, mais aussi de meurtres qui ne sont pas des attentats, mais qui ressemblent à des attentats depuis des années. Des attaques au couteau, à l'arme comme blanche, en France, à l'arme blanche. Dans ce contexte, à chaque fois, les autorités vont trop loin pour essayer d'expliquer que le problème, ce n'est pas le terrorisme. Quand un député conservateur a été assassiné il y a 3 ans, les autorités ont préféré, plutôt que d'évoquer le caractère djihadiste qui était démontré de l'attentat, elles ont préféré parler de la haine en ligne, comme s'il y avait une autre cause. Alors, quand les gens voient, certes, un Britannique, mais issu de la migration, qui fait un attentat, peut-être non pas terroriste, mais quand même qui provoque la mort de plusieurs jeunes filles, ils se posent des questions. Et c'est dans le vide laissé par l'État que ces questions vont peut-être trop loin. Alors ça, c'est très intéressant tous les deux, parce que vous avez un petit peu mis de côté finalement les réseaux sociaux. On va aller sur la 3e vraie voix, Jean-Luc Benamias, un peu pour trancher par rapport à tout cela. Et je serais tenté de dire, Jean-Luc, très simple, réaction sur les 2 propos précédents. Je suis pas totalement en désaccord. Par contre, il y a quelque chose qu'on oublie régulièrement, c'est que la France a la chance d'avoir la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Et que, dans le cadre de l'accueil des populations, notamment migrantes, nous sommes en défaut par rapport à cela. En défaut de formation, en défaut d'accueil, en défaut de véritables fonctions, de rappeler quelles sont les lois françaises. Et cette loi de 1905, elle répond à toutes les religions, l'islam compris. Elle répond à au fait qu'il y a l'État et les églises, que les églises ont le droit d'exister, elles ont le droit de professer, mais que elles sont évidemment totalement indépendantes de l'État et que l'État a le droit de donner la règle. Et c'est bien l'État qui donne la règle dans la loi de 1905. Ça répond pas à tout, mais si on n'est pas capable, et c'est bien le problème en Angleterre et en France, d'accueillir les populations qui arrivent, de faire les moyens, de donner les moyens, j'en parlais tout à l'heure par rapport aux organisations qui s'occupent de pauvreté, et donc de migrants par ailleurs, on a un retard considérable et ça crée évidemment d'énormes potentiels de tension. Effectivement, merci pour ces éclairages. Vraie voix exceptionnelle ce soir avec Joseph Touvenel, Jean-Luc Benamias et puis vous, Jérémy Stubbs. Merci à notre jeune journaliste Maximilien Nagy qui de plus en plus nous fait ce lien outre-Manche. Je ne sais pas par où il passe, s'il passe par le bateau ou par le tunnel sous la Manche, mais à chaque fois le lien est très bien fait. Merci Maximilien pour nous avoir éclairé. Les vraies voix, on se retrouve demain bien sûr à 17h. Dans un instant, votre journal de 19h. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.